J'aime beaucoup voir les choses du point de vue du conditionnement. On fait ce qu'on a l'habitude de faire et on fait de plus en plus et de plus en plus automatiquement ce qu'on fait le plus souvent. Et donc c'est très rare qu'on ait une tension à un moment aléatoire, par exemple sur une apnée, tu vois, mais sûrement sur une respiration de pranayama aussi. En fait, je pense que c'est très souvent au même moment qu'il y a le même genre de réaction qui va intervenir. Et donc si j'arrive à prendre conscience de ça, ensuite je peux anticiper un peu et je peux me dire, tiens, au moment où j'ai envie de respirer, je sais que j'ai tendance à crisper le bas de mon ventre. Et quand je sens l'envie de respirer qui est sur le point d'arriver, qui va arriver dans 5 secondes, je peux me dire, allez, concentre-toi sur le bas du ventre, concentre-toi pour pas qu'il se tende, pas qu'il se tende, pas qu'il se tende. Sûrement il va se tendre, mais comme je serai vigilant, j'arriverai à le détendre rapidement. Donc l'étape 1, c'est je suis vigilant que ça s'est détendu, je le détends. Étape 2, j'anticipe un peu et je me concentre pour pas qu'il se tende. Étape 3, j'ai plus rien à faire, j'ai déprogrammé, j'ai conditionné une détente et il ne se tend pas et c'est tout. Mais cette histoire de la détente physique, du lâcher prise et du ne pas faire, du non-agir, c'est super difficile. Ça demande de la persévérance et c'est assez frustrant. Ouais, bah en tout cas, je pense que c'est une bonne méthodologie, là, ce que tu décris, parce que c'est un concept, donc c'est applicable. Ouais, Je veux dire, à chacun, à son rythme. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une question de petit à petit, quoi, d'habitude, comme tu as dit, hein. Et puis, de toute façon, là, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que le taoïsme, tout ce que tu as mentionné là, c'est des choses dont on parle dans le yoga, dans le Hatha Yoga notamment, le conditionnement de l'espèce. Il faut qu'on s'active, quoi. Parce qu'à la base, on a besoin de produire, quoi. On est comme un peu une fourmilière, et puis il faut que ça fonctionne, quoi. Et c'est toute la recherche aussi du yoga, de discerner ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui nous appartient réellement. Mais il y a des gens qui peuvent se dire, ah ben moi je me le dis, enfin je pense qu'on se le dit tous, là j'en ai pas fait assez, j'avais ce projet-là, j'aurais dû faire ça. On a parfois la sensation de pas en avoir fait assez, et ça vient aussi de ça. Et c'est pas forcément quelque chose de personnel, c'est vraiment quelque chose de l'espèce où il faut qu'on s'agite, quoi. absolument. Et ce que j'aime beaucoup dans le taoïsme et dans pas mal d'autres approches orientales, c'est les histoires d'équilibre, quoi. C'est l'yin et le yang et tout ça. Et je pense pas, j'ai du mal à imaginer que ce soit possible de vivre sa vie à 100% dans le lâcher prise, dans le non-agir. Euh, et c'est pas ça dont il s'agit. Mais c'est juste l'histoire de retrouver un équilibre où j'ai un moment où je suis dans l'agir et un moment où je récupère, et où je suis posé et où je me ressource et tout ça. Et ça, c'est intéressant parce que euh, récemment, c'est des choses qui sont explorées et expliquées par la science, j'aime pas trop dire ça, mais dans la théorie polyvagale, en fait. C'est sur le système nerveux autonome, on a le système sympathique et le système parasympathique, et en gros, le sympathique, c'est l'activation, et le parasympathique, c'est le repos et la régénération. Et nous, du point de vue de la biologie de l'évolution, on est fait pour être capable d'avoir des stress, des activités physiques, des activations très intenses sur des périodes très courtes. Et derrière, on a besoin de beaucoup, beaucoup de repos. Et nos modes de vie aujourd'hui, ils sont plutôt à avoir des stress intenses, élevés, sur des périodes très longues. Voilà, non-stop, on est en permanence activé à réfléchir sur le téléphone, sur le boulot, sur la voiture, sur tout. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que ça nous use, ça nous épuise, et c'est ça qui invite les maladies chroniques, les dépressions, ben, voilà, tous les problèmes civilisationnels. Et en fait, c'est juste qu'on n'aurait pas ces moments où on se recharge, où notre corps il se pose, où il se régénère, où il y a la digestion qui se passe, l'assimilation. Et ça, c'est l'activation du parasympathique, et ça se fait sur du calme, sur du repos, sur de la respiration lente. Et voilà, j'aime bien cette notion d'équilibre. Je pense on est très 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 nombreux, j'ai envie de dire tous, mais du coup, je vais dire, je vais être plus mesuré, mais je pense qu'on est extrêmement nombreux à avoir vraiment besoin d'entraîner cette partie du lâcher prise, parce qu'on est super nul à ça, alors que le fait de faire des choses dans la productivité, on est conditionné pour ça et c'est facile, c'est facile pour tout le monde. Et je pense qu'on a intérêt à rééquilibrer ça. Bah, c'est bien aussi qu'il y ait des traditions ou des gens, enfin, qui véhiculent ça. Parce qu'effectivement, ouais, je pense qu'on en a besoin. Et peut-être même que c'est ça, l'homme en a toujours eu besoin. Je sais même pas si c'est l'homme moderne. Donc je vais passer à autre chose dont on avait parlé aussi quand on s'est vu. Donc toi, tu as développé une méthode, et tu m'avais dit, après j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette méthode, mais tu m'avais dit quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a intéressé.
tu m'as dit qu'en fait, souvent, ce qui manquait, c'était la fondation dans la respiration, bien avant finalement de respirer avec le ventre, de faire des apnées, de faire des pranayamas, des choses comme ça. C'était vraiment des choses très basiques que tu as appelé la fondation. Est-ce que tu peux finalement me dire pour toi quels sont les préalables quand on se met à faire des techniques d'apnée ou des techniques de respiration, et quelles sont les fondations ou les outils de mesure pour savoir un peu où on en est? C'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on me dise ou savoir avant moi de commencer, parce que je pense que j'ai brûlé les étapes et que ça m'a desservi. Mais aujourd'hui, on a accès à plein de choses. On a accès à plein de connaissances sur Internet, sur des bouquins. C'est incroyable. Et il y a aussi cet automatisme dont tu parlais, de l'agir, de la productivité. Et il y a aussi ce truc du fear of missing out et de vouloir en faire plus et de vouloir remplir plein de choses dans sa vie, tout ça. Et du coup, on a tendance à aller vite. Et j'ai l'impression que souvent, dans des approches plus traditionnelles, mais il n'y a pas besoin de remonter très loin, en fait, ce n'était pas le cas. En fait, on prenait beaucoup de temps. On prenait beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je t'avais dit, j'avais lu un bouquin sur le pranayama qui disait qu'en fait, alors on en a parlé, et puis toi, tu me disais qu'il y a beaucoup d'approches différentes, mais moi, le bouquin que j'avais lu, il me semble que c'était sur Light and Pranayama de Iyengar, et qui disait qu'en fait, le pranayama, c'était le dernier pilier que tu amenais sur le yoga après des années de pratique et tout ça. Et je me souviens, pour prendre l'exemple de l'apnée, et ben, qu'il y a 20 ans, 25 ans, les premiers apnéistes, ils passaient des années à très faible profondeur. Il y a des histoires sur Umberto Pellizzari qui aurait été limité par Enzo Maiorca, je ne sais plus, sur 12 mètres ou 20 mètres de profondeur pendant plus d'un an, alors que le type avait visé des records du monde à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt, c'est des gens qui veulent arriver à 100 mètres de profondeur en un an et qui veulent aller très très vite. Et donc oui, on a des connaissances, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui prennent du temps à assimiler. Et c'est pas forcément purement physiologique, mais il y a un truc où il faut les intégrer, il faut les incorporer, il faut que ça s'inscrive dans le corps. Je suis en train de penser à une citation qui dit que la connaissance n'est qu'une rumeur tant qu'elle n'est pas inscrite dans le muscle. Et en fait, cette inscription dans le muscle, dans le corps, elle peut prendre longtemps. Ça passe par le cerveau, par la compréhension, mais ensuite, il y a une intégration qui est beaucoup plus lente. Donc moi, j'appelle ça les fondations. Et l'idée, c'est qu'on va chercher à construire une tour. Et si on veut que cette tour elle soit super haute, ce qui va nous limiter dans la hauteur de cette tour, c'est pas tant les techniques de construction et les matériaux ou que sais-je, c'est la qualité de nos fondations et c'est comment elles sont solides. Et donc ces fondations, c'est la base, c'est le tout début, c'est vraiment les premiers exercices, les premiers trucs. Et je pense que souvent on se dit c'est facile, et comme c'est facile, on connote un peu négativement. C'est facile, c'est pas important, je m'en fous, c'est bon, je maîtrise, je passe à autre chose. Alors qu'en fait, on ne maîtrise pas à 100%, et que si on veut aller très haut, on aura besoin que ce soit parfait à 100%. Donc pour l'exemple de la respiration, ça va vraiment être une gestion très très fine du débit ventilatoire. Est-ce que même juste une conscience et un ressenti, est-ce que j'ai conscience de quels étages j'ai différents sur mon ventre, de quels différents étages j'ai conscience sur mon ventre. Ça peut être le diviser en 3, bas-ventre au-dessus du pubis, nombril, et haut du ventre en dessous du sternum, du plexus solaire. Mais en fait, ça pourrait être aussi centimètre par centimètre. Et ça pourrait être pas que devant, mais aussi sur les côtés. Et ça pourrait être pas que devant et sur les côtés, mais aussi derrière. Et pareil, sur la cage thoracique, on pourrait imaginer un cylindre qui s'ouvre à 360 degrés. Donc ce serait devant, sur les côtés, sur la partie dorsale. Et au final, pour moi, ça se met à l'épreuve, ou ça se vérifie. Tu dois connaître sur des respirations carrées, par exemple, si tu veux faire une respiration carrée, disons avec 20 secondes à l'inspire, 20 secondes de rétention, 20 secondes à l'expire. En fait, pour arriver à gérer un flux d'air régulier et continu pendant 20 secondes, eh ben, il faut vraiment avoir une gestion fine de tout ça. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont sur des techniques avancées de respiration sans avoir cette gestion fine. Et donc ça les oblige à bourriner et à être approximatifs et pas vraiment avoir conscience de ce qu'ils font.
Donc pour moi, les fondations de la respiration, voilà, c'est vraiment de la prise de conscience de tout l'appareil ventilatoire. Moi, j'utilise beaucoup les étirements et les mobilisations physiques sur le diaphragme, sur la cage thoracique. D'une part, ça permet de venir redonner de la mobilité, mais aussi d'apporter la conscience. Si je tire à un endroit et que je sens que ça tire, ben je prends conscience d'un endroit que j'utilise pour respirer. Voilà. Et ensuite, c'est des exercices qui sont vraiment simples, qui paraissent faciles dans la zone de facilité, mais dont je suis persuadé qu'ils sont bénéfiques sur le moyen terme et sur le long terme. Donc j'ai plutôt tendance, voilà, moi j'ai une trajectoire où je suis allé trop vite et après j'ai dû m'arrêter et revenir en arrière et c'est frustrant et au final on perd du temps. Et j'ai plutôt tendance lorsque j'accompagne les gens à leur dire allez-y très lentement parce que vous vous faites un cadeau pour le futur et à la fin vous irez plus vite en fait. Voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment d'accompagner des gens qui ont un objectif à 1 an, de dire cet été je veux faire ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, si tu me dis dans 3 ans, dans 4 ans je veux faire ça, là on peut vraiment construire quelque chose et aller en profondeur. Et là ça vaut vraiment le coup d'investir du temps et de passer du temps sur les prémices.